Merci beaucoup, Eric, d'accorder de ton temps et d'ouvrir ton cœur justement dans cette nouvelle chronique. L'idée, c'est vraiment de pouvoir partager qu'est-ce qui t'a construit en tant que dirigeant et comment tu diriges aujourd'hui ton équipe. Avant de rentrer un peu plus dans ton cœur et ta vision, je te laisse te présenter en quelques mots sur ton parcours et ce qui t'a amené aujourd'hui à être dirigeant. Oui, alors déjà je vais me présenter. Donc, je suis Éric Lefebvre, j'ai 56 ans depuis peu. Félicitations. Dans la vie privée, je suis père de 3 enfants et marié depuis maintenant 27 ans. Wow. Ça, c'est pour la partie privée. Pour la partie professionnelle, en réalité, je n'étais pas forcément destiné, peut-être que j'étais programmé, mais à devenir dirigeant. Intéressant. Comme pour beaucoup de personnes, c'est une conjoncture et je dirais un mindset quand même qui guide ma vie depuis très longtemps, qui fait que je suis arrivé à être dirigeant. Alors aujourd'hui, dirigeant au plus haut niveau, puisque je suis directeur général d'un groupe qui comporte 2 sociétés, mais dirigeant, on va dire, intermédiaire sur les 20 dernières années dans le domaine du health and safety, en ayant évolué dans différentes majors de l'industrie, que ce soit dans les énergies ou dans les énergies renouvelables. Wow, ok. Maintenant, venons-en à ces différents éléments. Je crois que d'aussi loin que je me souvienne, quand je remonte dans mes souvenirs, y compris d'enfance, j'ai toujours été un leader naturel. J'ai toujours amené les gens avec des histoires et j'ai très souvent été nommé comme celui qui allait être le chef, que ce soit délégué de classe, que ce soit le chef d'une équipe sportive, que ce soit président d'une association. Donc ça, c'est quelque chose qui est finalement en moi oui, inné chez toi. depuis le début. Voilà. Waouh, ça c'est fort. C'est presque une prédisposition, un état d'esprit naturel. Et du coup, tu as surfé un peu là-dessus. Et c'est ce que j'ai compris aussi à travers ton parcours et les échanges préalables qu'on a eus. C'est que tu t'es laissé aussi guider par cette continuité. C'est un peu ton fil conducteur quelque part, ça. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'on peut difficilement arriver au plus haut niveau. Alors, j'ai été sportif de haut niveau, donc je sais de quoi je parle. Si on n'a pas une cible, un target, mais qui est vraiment loin et qui est un target d'exigence. Quand j'étais sportif de haut niveau, c'était d'être le meilleur. Il n'y a que la première place qui compte, il n'y en a pas d'autre. D'accord Quelle que soit la discipline dans laquelle on soit. Maintenant, une fois que ce target est établi, les cheminements que l'on va prendre vont être en fonction de nos succès, de nos échecs, de rencontres heureuses ou malheureuses et d'opportunités. Donc, c'est effectivement comme ça que je me suis construit et que j'en suis arrivé où j'en suis aujourd'hui. Je ne sais pas où je serai demain, puisque mon target est toujours là. J'ai bien atteint, mais je ne suis pas au bout. Donc, rien n'est finalement gravé dans le marbre dans ce qui va se produire dans les années où je vais encore œuvrer professionnellement. Ça, ok, super fort ça. Quand tu parles de target, tu peux être un petit peu plus précis sur ce que ça signifie pour toi concrètement? Très concrètement, depuis que je suis pratiquement adolescent, mon seul désir est de pouvoir, le jour où j'aurai à prendre ma retraite, avoir eu une vie bien remplie et être en capacité de vivre une retraite paisible avec une famille et des amis qui soient à l'abri du besoin à tout jamais. C'est ça qui m'a guidé. Tu vois, ça n'a rien à voir finalement avec le monde de l'entreprise, avec la performance, avec tout ce que l'on peut mettre au milieu. Non, c'est cette simple idée qui est toujours là en moi et qui est d'autant plus forte puisque maintenant, évidemment, quand j'ai eu cette idée, j'étais adolescent, j'étais pas père de famille. C'est d'autant plus fort maintenant que je suis père d'une famille et d'une famille composée d'une épouse et de 3 enfants.
Waouh, c'est fort ce que tu dis. Merci pour ce partage. J'entends souvent effectivement les dirigeants qui sont absorbés par le business, par la profitabilité, la rentabilité, et qui à un moment donné se retournent et se disent: waouh, j'ai pas vu mon enfant grandir, j'ai pas vu ma femme évoluer, changer. Et finalement, si c'était ça la vraie priorité, et ça c'est vraiment chouette ton partage. Je voudrais revenir juste sur un tout petit élément que tu nous as partagé dès le début. Et si j'avais été programmée quelque part? Je crois que dans ton histoire, dans ton cadre, depuis que tu es enfant, tu as une histoire aussi de par ton père qui était dirigeant lui-même, je crois. Oui, tout à fait. Oui, j'ai eu le plaisir et le bonheur de suivre le parcours de mon père de l'âge peut-être de 8 ans jusqu'à un âge assez avancé d'une vingtaine d'années. Euh, Mm. et mon père était effectivement dirigeant dans un grand groupe pétrolier, Mm. expatrié, donc dans différents pays du monde. Donc ça m'a également amené à voyager, à Et oui, ouvrir mon esprit oui, et ma culture, à découvrir waouh, ouais. des différentes cultures. Et j'ai quand même trouvé que son job était pas mal, parce que moi, ce que j'en voyais, c'était le côté plaisant, on va dire, du dirigeant, qui est le Waouh. côté vie publique. Il recevait des personnes à dîner, il était dans des cadres assez agréables, on allait au Mm. restaurant, on était invité dans des soirées, on allait chez des Mm. personnalités. Et je me suis dit, ah, quand même, c'est C'est pas mal ce sympa comme boulot-là. métier. Hein. Euh, Ah, ouais, génial. Ouais. évidemment, bon, j'étais un enfant, donc Bien je sûr. voyais pas le côté responsabilité, le côté financier, le côté managérial ou tous les autres côtés ou responsabilités que tu as liées à une fonction de Mm. directeur. Mais Bien sûr. ça m'a tenté et c'est resté. Oui, oui, oui. Carrément, c'est important. J'entends tellement de dirigeants qui ont eux-mêmes grandi dans l'entreprise du papa ou avec cette expérience familiale et au contraire, des parents stressés, jamais disponibles pour leurs enfants. Finalement, toi, tu as grandi aussi avec une belle histoire qui t'a donné envie et qui t'a montré une vision du dirigeant comme plutôt un métier sympa, sans avoir pour autant toutes les difficultés, parce que bien sûr, comme chaque responsabilité, il y a aussi des difficultés, des challenges. En tant qu'enfant, toi, tu as baigné vraiment dans ce contexte-là, et du coup, je trouve que c'est fort aussi. Ça peut-être nourri ton envie et, comme tu dis, ton ouverture d'esprit, puisque je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais où es-tu aujourd'hui? Dans quel Ah, cadre vis-tu? je suis aujourd'hui à Mayotte, dans le département de Mayotte. Waouh! Et il y a des fois des choses qui sont assez frappantes, qui permettent de reboucler la boucle. Mon père était dans une compagnie pétrolière, donc dans l'oil and gas. Et je dirige aujourd'hui un groupe gazier. Oh, Euh, donc c'est… le petit clin d'œil sympa, j'adore. Hein, voilà. Ok, super. Aujourd'hui, euh, c'est quoi pour toi être dirigeant? Et si d'ailleurs tu avais une image ou une métaphore que tu pourrais partager, ce serait laquelle par rapport à ça? Quand on est dirigeant, ma vision première, hein, c'est qu'on a la responsabilité totale et entière du bien-être de ses collaborateurs, pour commencer, et Super. évidemment de la bonne santé de l'entreprise ou du groupe qu'on Mm, dirige. mm, C'est ça, un dirigeant. C'est quelqu'un qui a la capacité d'apporter ces deux conditions, mais je ne les mets pas dans l'ordre dans lequel beaucoup de gens le mettraient. C'est-à-dire que je ne pense mm, pas d'abord à la bonne santé de l'entreprise, je pense mm. d'abord à la bonne santé et au bien-être de mes collaborateurs, puisque c'est eux qui bâtissent l'entreprise et qui la font tourner. Magnifique, merci pour ça. Mm. Quand tu parles, donc là, vraiment, ce que j'entends, c'est d'abord m'occuper des hommes qui font fonctionner cette entreprise et ensuite de la santé de l'entreprise. Quand tu parles de la santé de l'entreprise, ça veut dire quoi plus précisément? La santé de l'entreprise, c'est la santé financière. C'est la Hmm, capacité, alors c'est souvent quand même la santé financière. Une entreprise qui est à l'aise financièrement peut se permettre de faire des choses qu'elle n'imaginerait pas faire si elle est gênée aux entournures. hmm, Donc, elle est importante, cette santé financière. hmm, Euh, c'est aussi, euh, comme pour bien de choses, l'impact sociétal et la participation
qu'a cette entreprise à l'essor économique de l'endroit dans lequel elle est située finalement. Alors, ça peut être un département pour une PME, ça peut être au niveau national pour une entreprise un peu plus grande, ou ça peut être de niveau international quand on est dans un groupe international. Le type d'action et la manière dont on va aider à l'essor socio-économique de l'endroit où on est peut prendre plein de chemins ou plein de tournures différentes. Super. Et par exemple, pour Somagaz, c'est quoi cet impact? Aujourd'hui, Somagaz, en fait, on porte une grosse responsabilité puisque ce groupe a été créé dans la fin des années 90, donc en 1998, pour répondre aux besoins de gaz de cuisson sur l'île. Il n'y en avait pas, et les seuls moyens de cuisson qui étaient utilisés étaient le charbon de bois, le bois, le pétrole lampant, qui ont tous un effet néfaste, négatif, d'abord sur l'environnement, mais aussi ne garantissait pas non plus les conditions de sécurité. Donc ce groupe a été créé pour ça, avec au départ une manière assez anachronique de fonctionner, puisqu'on importait les bouteilles de gaz pleines depuis l'île Maurice dans des containers, et quand les bouteilles étaient vides, on les renvoyait se faire remplir à l'île Maurice. D'accord. Et évidemment, très rapidement, dès lors qu'on apporte le confort du gaz de cuisson à des personnes à un prix accessible, parce que ça, c'est important de maîtriser le prix quand on veut toucher des populations. Il ne faut pas oublier que Mayotte est le département le plus pauvre de France. Oui, tout à fait. D'accord ? Tout à fait. Donc, il y a ce côté maîtrise du prix. Ce qui pose un problème à l'industriel derrière, parce qu'au milieu de tout ça, quand même, il y a des charges d'exploitation et une marge suffisante à réussir à réaliser pour être capable de continuer d'investir. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus du tout au même niveau, puisque plus de 20 ans après, on a au passage, en 2007, réalisé un investissement d'à peu près 6 millions d'euros pour installer sur place un site emplisseur qui nous permet donc du coup de faire l'emplissage des bouteilles que l'on distribue ensuite sur l'île, directement sur l'île, avec évidemment de manière mécanique un levier important sur le prix. Carrément. Bah, carrément. Vous avez remaîtrisé tout le processus. Waouh, bravo, bravo pour ça. Aujourd'hui, on a une responsabilité, nous aujourd'hui. Alors, la population mahoraise aujourd'hui, c'est à peu près 250 000 personnes, 300 000 personnes, ça dépend des estimations. Et on est présent aujourd'hui, nous, dans 100 000 foyers. Waouh, ok. Alors justement, c'est quoi cette histoire de Somagaz? J'aime beaucoup la manière dont tu parles de ton pilotage d'entreprise qui est « je suis là pour embarquer mes équipes et partager une histoire avec eux ». C'est quoi cette histoire justement? L'histoire, c'est d'être capable de refaire ce que l'on a fait avec le gaz sur d'autres produits de première nécessité. On a su démontrer à travers les années que l'on était capable d'apporter un besoin ou une réponse à un besoin primaire. Il y a d'autres besoins primaires sur l'île qui sont existants. Le tissu, on va dire, géopolitique et la façon dont Mayotte est présentée en tant que département, comme un département avec de la violence, comme un département avec des problématiques, comme un département compliqué, fait qu'il n'y a pas énormément d'investisseurs étrangers qui soient prêts à venir investir dans des domaines qui sont de première nécessité. Je pense par exemple à l'eau potable. C'est une vraie problématique ici. Et donc, j'ai bien l'intention de reconduire ça, mais ça va au-delà. Aujourd'hui, Somagaz, c'est un groupe où on est au total un petit peu moins de 40 salariés. D'accord ? D'accord. Et l'histoire que je partage avec mes salariés, c'est mon souhait, et qui n'est pas le mien d'ailleurs, qui est partagé par mes actionnaires, et que Somagaz, à un horizon de 10 ans, soit un groupe de 4 ou 5 sociétés et de plus de 120 salariés. D'accord.
Ok, donc il y a une vision très claire, il y a un target là, justement, tu en parlais tout au début, qui est assez clair, qui est suffisamment loin et en même temps suffisamment proche, donc cette vision à 10 ans, c'est ça? C'est ça, oui, suffisamment loin parce que on va être amené évidemment à fonctionner en mode projet, à développer des projets. Et développer un projet, ça prend toujours entre 4 et 5 ans, entre le moment où on a l'idée et puis le moment où on a posé les idées. Donc là, ça devient un projet. Hein, et le moment où on a la vision claire en termes de plan d'action sur comment on va financer, par quel mécanisme, avec quelle entreprise on fonctionne, quel est l'agenda du chantier et à quelle date est-ce qu'on veut mettre en service. D'accord? Ça prend du temps, ça prend 4-5 ans. Et comme on a j'ai au moins 2 ou 3 pôles de développement, puisque un groupe comme Somagaz, dont l'activité est un produit pétrolier, s'il ne s'appuie que sur ce produit pétrolier, quand on prend en compte tous les discours et tout ce qui se passe actuellement en Europe, et notamment sous la gouvernance Macron avec les accords de Paris, mais on peut également parler de la COP 21, on peut parler des Grenelles de l'environnement. On peut se dire que pour le groupe, alors là, on voit beaucoup plus loin que 10 ans, mais imaginons, on peut se dire que dans 20 ans, si on n'a pas appris à faire autre chose que du gaz de cuisson, ça sera la mort de l'entreprise. Ok. Exactement. Donc, d'où cette nécessité. Exactement. Donc, cette target, effectivement, d'anticiper les changements et cette notion aussi de vision à long terme pour s'assurer que l'entreprise est pérenne. Tu parlais de bonne santé de l'entreprise. Cette vision, vous l'avez posée de quelle manière? C'est un travail conjoint avec les actionnaires, ton équipe et toi? Qui a défini vraiment cette vision? Alors, au départ, on va dire que j'ai eu 2 ou 3 guidelines de la part de mes actionnaires. D'accord. Et puis, j'ai eu une première période d'immersion dans l'entreprise, d'échange avec mes collaborateurs, pour voir un petit peu c'était quoi leur centre d'intérêt, qu'est-ce qui leur ferait plaisir, où est-ce qu'ils voulaient agir, à quel niveau leur action pourrait leur apporter une reconnaissance. Et donc, à partir de là, et de ces éléments, évidemment, là, c'est ma matière grise et mon esprit d'imagination qui a commencé à bâtir des scénarios. Ces scénarios, évidemment, je les ai partagés avec mes collaborateurs, c'est logique. Oui. Parce qu'ils auront tout leur rôle à jouer. Ils vont grandir avec l'entreprise. Et d'ailleurs, l'ensemble des collaborateurs que j'ai aujourd'hui, l'idée est évidemment de faire grandir tout un chacun. Que des personnes qui aujourd'hui sont un simple poste d'opérateur de ligne de remplissage, demain soient un poste technique de maîtrise d'une technologie en ayant au passage reçu des formations justement qualifiantes pour évoluer. Voilà, c'est ça la vision. On est encore qu'au stade d'une vision aujourd'hui, parce que cette vision, on va l'affiner, on va commencer à poser les plus, les moins, les freins, qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui est irréaliste, parce qu'il y a cette analyse à mener. Avant d'aller plus loin, l'étape suivante, c'est évidemment être en capacité de proposer un projet stratégique bâti, avec évidemment derrière des chiffres, des investissements nécessaires, du planning de projet, de la rentabilité sur les investissements, tout ce genre d'éléments à mes actionnaires. Pour faire valider ce que j'entends, c'est que le prérequis, c'est on a une histoire à vivre ensemble et comment chacun trouve son rôle à jouer, donc s'approprie finalement cette histoire et se responsabilise dans cette histoire. Aujourd'hui, nombreuses entreprises ont du mal à engager justement leurs équipes, leurs collaborateurs,
Pour le coup, bravo, parce que je trouve que c'est une super stratégie que justement de les rendre acteurs. Qu'est-ce que tu utilises encore comme levier pour engager tes équipes et leur donner cette envie de te suivre? Allez, je peux te donner trois leviers forts. Oui, avec plaisir. Le premier, tu l'as compris, c'est que je défends des choses dont je suis intimement convaincu. Je défends des convictions. Oui, oui. Je ne défends pas des choses qui me sont imposées par certaines personnes. D'ailleurs, quand on tente de m'imposer des choses qui ne vont pas dans le sens de mes convictions, je suis en capacité d'argumenter pour dire que leur vision n'est pas la bonne et qu'ils ont tout intérêt à plutôt écouter la mienne. Ça, c'est la première chose. C'est un cadre, c'est posé, c'est pas négociable. Mais oui, parce que Est-ce que c'est tu as deux possibilités. Soit on te demande de faire des choses dont tu n'es pas convaincu, et à partir de ce moment-là, tu agis sous la contrainte et tu ne t'épanouis plus. Soit tu défends tes convictions, Exactement. tu argumentes et tu fais en sorte qu'elles puissent se mettre en œuvre. Bon, la troisième solution, qu'un certain nombre de gens choisissent aussi, c'est tu claques la porte et puis tu vas faire autre chose ailleurs. Qui peut être en phase aussi avec tes convictions que tu ne peux plus nourrir ou que tu ne retrouves Également, plus. c'est des choses que j'ai déjà fait. Je me suis retrouvé, moi, à un moment donné, dans une entreprise où on m'avait vendu un petit peu du rêve sur la possibilité ou le champ des possibles de ce que je pourrais apporter comme changement. Et je me suis aperçu au bout de 3 ans que ce n'était pas du tout ça. Et que la vision stratégique était à l'opposé de la mienne. Donc, j'ai dit au revoir. Ça ne sert à rien. Okay. C'est bénéfique à personne. Exactement. Oui, ça, je partage ton point de vue et c'est un levier sur lequel, notamment, j'accompagne beaucoup les entreprises, cette notion. Alors, moi, je parle de valeurs, mais c'est ces non négociables qui font qu'à un moment donné, voilà, on n'est plus en phase, on voit plus les choses de la même manière et c'est contre-productif d'aller à l'encontre parce que c'est chronophage en termes d'énergie et puis surtout en termes de productivité, c'est pas opportun. Donc défendre des convictions fortes, juste pour revenir dessus, comment tu partages ça ou tu t'assures que ce soit partagé avec tes équipes, ces convictions? Parce que le deuxième levier, c'est de faire jouer un rôle à l'interlocuteur concerné, alors que ce soit mes équipes, que ce soit des partenaires, que ce soit des politiques. Si j'ai un retour positif de leur part sur le fait qu'ils sont prêts à jouer un rôle dedans, c'est qu'ils sont prêts à me suivre. S'ils ne sont pas prêts à me suivre, soit il faut que je continue d'argumenter pour les convaincre, soit il faut que je change, malheureusement, ou d'interlocuteur, ou d'équipier, ou de manager. Parce que ça, c'est aussi la vie d'une entreprise. À un moment donné, si tu n'as pas tout le monde qui est fédéré autour du même sujet et autour du même axe stratégique, que tu as un petit peu ce qu'on pourrait appeler des nuisibles au milieu, c'est contre-productif. Alors, c'est des fois des décisions difficiles. C'est jamais la décision la plus agréable que de décider de devoir se séparer d'un collaborateur avec lequel on a éventuellement passé plusieurs mois ou plusieurs années. Tout à fait. Mais là-dessus également, un dirigeant, à un moment donné, il prend des décisions. Et même si elles lui sont pas agréables. Tout à fait, tout à fait. Il y a des décisions qui ne sont pas agréables. En tous les cas, ce que j'entends, c'est poser un cadre clair et précis dans lequel chacun va pouvoir s'inscrire et construire ensemble, vivre ensemble cette même histoire. Donc, ce rôle, c'est quoi? C'est une fiche de poste? Comment ça se matérialise concrètement? Oui, à mon niveau, il y a une fiche de poste, mais en réalité, le contenu de la fiche de poste est complètement, je dirais… Enfin, quand on m'a proposé ce projet, on m'a transmis la fiche de poste que, une fois bien avancé dans la négociation, on m'a vendu le projet autrement. Très honnêtement, on aurait commencé par m'envoyer la fiche de poste. Vu ce qui a marqué dans la fiche de poste, j'aurais jamais accepté. D'accord. Et ça, c'est un message important, peut-être également pour les dirigeants, quand ils définissent une fiche de poste, même à des fonctions élevées, cherchez pas à faire quelque chose de compliqué en 10 pages avec l'ultra détail de toutes les missions qu'il y a à conduire. Donnez des axes simples, clairs, et je pense que c'est tout à fait dans l'air du temps. Appuyez-vous complètement sur ce qu'on appelle les soft skills et non pas sur les compétences techniques. Parce que
on en revient à ce que je te disais, où j'ai un petit peu l'impression d'avoir été programmé, j'ai un leadership naturel. Exactement. Ça s'apprend pas. D'accord? Ça se développe. Ça se développe. Le technique, tu peux toujours l'apprendre. Dans mon parcours professionnel, je suis à 3 reprises retourné soit à l'école, soit à l'université, alors que ça faisait longtemps que j'avais quitté les bancs de l'école. Parce que, effectivement, j'avais un projet sur lequel je devais aller et qu'une fois que j'y étais, ou pour y accéder, il fallait que j'aille développer des compétences techniques. Donc, c'est comme ça, à mon avis, que ça fonctionne. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai fonctionné. Super. Donc, une fiche de poste, finalement, ça pourrait être quoi? La mission professionnelle et les responsabilités associées. Si c'était quelque chose de percutant pour toi, ce serait quoi? Ça, on va essayer d'y réfléchir un petit peu. On peut en revenir au rôle du dirigeant, hein. Tout simplement, je pense, parce que finalement, c'est ça, quelque part. Et le rôle du dirigeant, on recherche quelqu'un qui va apporter ou qui va diriger. C'est dans le nom, hein, dirigeant, diriger. Bon. Dans le verbe d'action, diriger. Sauf que diriger, c'est diriger vers la vision de la place de l'entreprise et de ses collaborateurs. Et ça, à long terme. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, dans ce que pourrait être un petit peu la fiche de poste, c'est que le rôle d'un chef d'entreprise ou d'un dirigeant, c'est de s'assurer réellement que tous les moyens, alors c'est RH, outils, formation, moyens financiers, politique de rémunération, que sais-je, voilà, que tous ces moyens-là soient en place pour mettre aux collaborateurs d'être efficients. Donc ça, c'est le deuxième élément de cette fiche de poste. Évidemment, le troisième élément, c'est quelqu'un qui a la capacité d'analyse et la capacité de décision. Oui, tout à fait. Okay. Et puis, il y a quand même un côté communicant qui est très important. Moi, je me suis aperçu à travers ma carrière, et là notamment depuis que j'ai repris le groupe Somagaz, que si on ne fait pas la promotion de son entreprise à différents étages, hein, que ce soit avec les partenaires industriels, que ce soit avec des fournisseurs potentiels, que ce soit également auprès de tes collaborateurs, que ce soit avec des fournisseurs de main-d'œuvre ou différentes choses, eh ben, tu n'es pas dans ton rôle. Et effectivement, un des rôles fondamentaux du dirigeant, c'est la promotion de l'entreprise. Exactement, les relations publiques et les interactions. Ok, super pour ça. Du coup, je reviens sur les 3 leviers. Tu nous partageais trois leviers. Oui, on en a eu 2. Hein. Pour fédérer. Donc, des convictions très fortes, non négociables. Donner un rôle à jouer à tes équipes ou à chacun. Et puis, le troisième, qu'est-ce que ce serait pour toi? Le troisième, c'est quelque chose qu'on va remettre en 3 mots, hein, qui reviennent assez fréquemment, mais dans d'autres domaines. C'est la sympathie, l'empathie et la considération. Waouh. Et du coup, concrètement, ça se manifeste comment dans ton rôle de dirigeant? Je peux te raconter ma journée d'hier. Hier, donc fin de semaine, hein, vendredi, vers les 10h du matin, je croise mon responsable administratif et comptable. Et je m'aperçois, parce que quand on commence à connaître les gens, il y a des signes qui montrent qu'ils sont stressés ou qu'ils montent en stress ou qu'ils ne sont pas bien. Super. Et j'essaie d'aborder avec lui le sujet et il était dans ce qui le stressait, hein, il était parti dans sa boucle, d'accord. Donc pas ouvert au dialogue. Donc j'ai laissé passer la matinée et puis arrivé à l'heure du déjeuner, vers 13h, comme je connais ses habitudes, je lui dis écoute, si tu veux, on déjeune ensemble, on en profite, hein, allez. Et donc on est parti déjeuner ensemble. Et à ce moment-là, je lui ai permis de s'ouvrir, puisqu'on n'était plus dans le cadre de l'entreprise. On était autour d'un déjeuner. Mais
Mais dans cet échange, et ça, beaucoup de gens souvent ne le prennent pas en considération, quand tu demandes à quelqu'un de s'ouvrir ou que tu amènes quelqu'un à parler, c'est pas pour lui apporter des réponses. Superbe. C'est pour l'écouter. Waouh, bravo pour ça. Belle posture de coach, Eric. Les réponses viendront dans un deuxième temps. Et puis, une fois qu'on a fini cette première partie qui était un peu plus étendue, eh bien, je l'ai ramené à rêver. Je lui ai reparlé de notre projet stratégique, je lui ai reparlé de ce qu'on pourrait faire dans l'île, je lui ai reparlé de dans tout ça, où est-ce qu'il serait, comment est-ce qu'il évoluerait. La résultante est qu'hier après-midi, effectivement, il a été beaucoup plus efficace qu'il ne l'était hier matin. Waouh, bravo. Et que pour finir sa semaine, il m'a envoyé un petit WhatsApp pour me remercier de l'attention que j'avais eue pour lui. Waouh. Eh bien, j'estime que là, j'ai été pleinement dans mon rôle et que c'est ça le rôle d'un dirigeant à un moment donné. Alors évidemment, pour moi, c'est facile. J'ai une petite entreprise. Je n'ai pas des centaines de collaborateurs. Mais si la tête a cet état d'esprit et est attentif à avoir des managers qui soient exactement dans la même posture, toute l'entreprise va bien. Exactement, c'est un hologramme. Et oui, le poisson pourri par la tête, comme j'aime bien dire avec ce proverbe chinois. Bravo, j'entends, et là, je fais ressortir des éléments clés que tu as signalés. Je connais ces indicateurs de stress. Je sais quand mon collaborateur ou mon manager est stressé. Je ne le juge pas, j'attends une fenêtre pour pouvoir lui permettre de s'ouvrir, où là, je suis dans complètement une posture d'écoute. Et ensuite, j'adore, je le fais rêver pour le réengager dans là où on va et comment lui, il va jouer sa partie dedans. Superbe. Ben, oui, merci. Tu reboucles la boucle parce que tu le ramènes avec toi à nouveau. Et tu le sors très souvent. Quand on est dans des fonctions techniques ou dans des fonctions qui sont un peu support, et même d'autres fois dans la vie, on se laisse enfermer parce que finalement, on rentre dans un monde de détails. Et qu'on n'a absolument pas la capacité de prendre le recul suffisant pour se dire que finalement, ces détails sont insignifiants. Mais pourtant, ces détails peuvent parfois te pourrir une journée, voire une semaine. Oui, complètement. Justement, comment fais-tu en tant que dirigeant où tu as une écoute très attentive, très empathique pour entretenir cette prise de recul? Est-ce que tu as des rituels, des habitudes qui te permettent justement de nourrir cette prise de recul ou qu'est-ce que tu mets en place? Oui, j'ai des habitudes. Évidemment, j'ai des habitudes. On va parler un petit peu de sport. En tant que sportif de haut niveau. Voilà. Donc, bon, évidemment, je continue alors à un niveau bien moins fort. Je continue la pratique du sport. Et moi, là, actuellement, ce que je fais, c'est que 2 fois par semaine, et c'est d'ailleurs avec 2 de mes managers, on fait 1h30 de vélo. Waouh, super. Et puis, vous avez un bel environnement en plus. Très bel environnement. Et parce qu'en même temps, ces moments de vélo qui sont des moments off sont également des moments où des choses peuvent se dire. Waouh. Évidemment, je suis dans un cadre merveilleux. Donc, les fins de semaine, on va dire à partir du samedi midi, j'essaye d'être en week-end. Bien qu'on soit, quand on est dirigeant, mobilisable 7 jours sur 7, surtout dans notre activité qui est un petit peu avec des produits dangereux. Mais je profite de tout ce que l'île peut m'apporter. Que ce soit la gastronomie, que ce soit le récif corallien magnifique, que ce soit les montagnes qu'il y a autour, ou que ce soit… Fais-nous rêver. Exactement. Les Mahorais sont des gens qui sont adorables, qui sont très sympathiques, et tu échanges avec eux. Et oui, simplement, tu échanges avec les gens, c'est dans la découverte, mais tu es pour le coup plus du tout dans ta position là de dirigeant ou de chef d'entreprise.
Hmm. Oui, tu as un vrai sas que tu as structuré dans ta maîtrise du temps, dans ton organisation du temps, des temps sportifs, surtout en tant qu'ancien sportif de haut niveau, j'imagine que tu as toujours besoin de mettre ton corps en mouvement. D'ailleurs, ça, c'est un bon truc, moi, sur lequel je sollicite les dirigeants, c'est de se remettre à une activité sportive parce que ça permet de décharger. Et puis, tu as vraiment des temps nourriciers, j'ai envie de dire, avec ta famille, puisque ça aussi, tu nous l'as partagé dès le début. Pour toi, c'est un véritable moteur. Tout ce que tu fais, c'est pour nourrir cet espace-là qui est ton espace avec ta Oui, famille. même si avec la famille, du coup, on a été amené à prendre des distances, puisque ma famille est en métropole Hmm. et que moi, je suis ici. Mais du coup, ça me donne l'opportunité, une fois par trimestre, de prendre une semaine ou 10 jours pour ma famille. Alors, soit en les faisant venir ici pour découvrir l'île, hein, d'accord, soit moi, on en allait les rejoindre quelque part. Et là, Hmm. on fait 10 jours en famille, euh, ensemble, avec à chaque fois des superbes moments, parce que, je dirais, on joue plus sur le qualitatif que sur le Waouh, quantitatif. waouh, superbe. Et Hmm. que d'un autre côté, surtout là où je suis au début hein, de ma mission, où il faut y mettre une intensité importante, quelque part, le vœu de célibat pour être disponible pour mon entreprise 100% de mon temps et complètement concentré là-dessus et pas sur les problèmes familiaux, même si tu en as quelques-uns à gérer Bien via sûr. quelques SMS ou coups de fil. Euh, je suis là pour cette mission de chef d'entreprise. Et quand je suis Hmm. là, j'y suis là à 100%. Par Hmm. contre, quand je déconnecte, je déconnecte à 100%. C'est-à-dire que mon Hmm. absence a été Oui. programmée, les délégations ont été prévues, les schémas de continuité d'activité sont également prévus. Et j'ai mon téléphone professionnel avec moi, évidemment, mais les collaborateurs ne me contactent qu'en cas d'extrême urgence. Je ne suis pas, quand je suis en Hmm. vacances, beaucoup de chefs d'entreprise ont ce défaut. Hein. Ils partent en vacances, ils ont l'ordinateur avec eux, ils disent oh, c'est pas grave, allez, une petite heure à lire mes mails tous les matins. Erreur. Je Je partage déconnecte. complètement ce point de vue. C'est excellent de segmenter et d'avoir des vrais sas, une fois de plus, nourriciers ou en tous les cas des sas où tu es 100% dans ce que tu fais et pas dans voilà, du slash. Oui, oui. On a parlé donc très fort, hein, merci beaucoup, et ton côté humain, il ressort énormément d'expériences positives. Est-ce que tu pourrais nous partager en toute simplicité une expérience négative ou pas évidente à vivre et surtout, qu'est-ce que ça t'a appris et ce que tu as mis en œuvre par la suite? Alors, j'en ai une hein, d'ailleurs très forte et très marquante. Mmh. Euh, 17 novembre 1999, pour être précis. Wow. Précis, ouais, donc Oui. très marquant. Et, et là, cet événement que je vais partager a, je dirais, a été le départ ou le point de départ réellement de ma seconde partie de carrière, Wow. avec une volonté d'aller mettre des choses en œuvre de manière beaucoup plus puissante. Euh, Wow. il se trouve que j'étais sur une autre île. Bah, décidément. Tu étais programmé pour, C'est ça. rappelle-toi. J'étais donc en Haïti et j'étais Wow. là-bas à diriger un projet de construction. Et il se trouve que dans le cadre du fonctionnement, pour aller régulièrement à la capitale, Port-au-Prince, depuis l'endroit où j'étais, qui était dans le sud du pays, je n'avais comme moyen de transport que le bateau de mon employeur, qu'il Hmm. utilisait d'ailleurs pour d'autres choses. Euh, et j'avais organisé pour le 20 novembre un concours de pêche au gros dans le cadre du développement de ce projet que je conduisais, qui était un projet touristique, hein, évidemment. D'accord. Et quand on a eu à rentrer, puisque je devais régler les derniers détails à Port-au-Prince, un cyclone était annoncé Wow. et l'employeur a donné l'ordre au capitaine du bateau de quand même prendre la mer. Ouf.
Bon, évidemment, on est en Haïti, donc le capitaine du bateau, sachant qu'il y avait un cyclone qui arrivait, au lieu de partir en direct, il a fait des arrêts dans des petits ports pour mettre encore un peu plus de monde sur le bateau. Et à un moment donné, l'inéluctable s'est produit. Le bateau a coulé. J'étais dessus. Malheureusement, j'avais dessus un bon nombre de collaborateurs et d'habitants du village dans lequel j'étais. Ce naufrage a fait 27 morts. Moi, pour m'en sortir, alors heureusement que j'avais un passé de sportif de haut niveau. Oui, j'imagine. J'ai nagé 16 heures. 16 heures, waouh. 16 heures. Et alors, pour la petite histoire et pour revenir un petit peu sur des choses qui peuvent être drôles, ma bouée, ou ce qui m'a sauvé, c'était une bouteille de gaz. C'était prédestiné, excellent. Merci pour ton humour. Le clin d'œil énorme. Une fois que j'ai réussi à rejoindre la Terre, puis une fois sur Terre, à marcher pour rejoindre le village et l'endroit où j'étais, entre-temps, le capitaine du bateau a complètement déchargé sa responsabilité sur le blanc que j'étais, alors que je n'avais rien à voir dans l'histoire, et que du coup, on s'est retrouvé avec la population qui, bien que je sois un employeur de pas mal de personnes dans le village, mais Haïti, c'est comme ça, c'est Haïti, ont décidé de me déchouquer. Ben oui. Et donc, j'ai été informé par des gens du village qui étaient proches de moi qu'il fallait qu'on parte à toute vitesse. Donc, j'ai mis mon épouse et mon aîné, qui avait quelques mois à l'époque, dans un bateau où j'ai appelé un ami qui est venu avec un bateau rapide, façon fast-boat, qu'on voit dans les séries comme Miami Vice ou ce genre de choses-là. Et ils nous ont extraits pendant la nuit. Mais j'avais tout perdu. Le projet, parce que toute l'installation était brûlée, 25 proches, dont des collaborateurs très proches. Et puis surtout, je me suis rendu compte que, en amont de tout ça, l'employeur qui lui était confortablement resté dans son bureau à Miami en avait rien à faire. Et je me suis dit, ce jour-là, plus jamais de ma vie, je ne permettrai à un employeur de faire ce genre de choses-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la prévention des risques, réellement. Exactement. D'abord par la petite porte, comme syndiqué et membre d'un CHSCT. Et puis un jour, j'ai eu besoin de me professionnaliser. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment évolué vers des fonctions managériales. Alors évidemment, au départ, c'est très traumatisant. Ben, carrément, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais il y a une ça m'a rappelé et ça m'a vraiment apporté une vision claire sur le fait que je souhaitais réellement, à travers chacune de mes actions, avoir un impact positif maximum. Waouh. Ça t'a donné une puissance de pourquoi et une détermination à impacter finalement ta mission professionnelle. C'est ça. Ça m'a donné un réel pouvoir parce que, en plus, si tu veux, c'est ça qui, des fois, qui est très fort dans le parcours de certaines personnes. C'est qu'en plus d'avoir mon target, j'avais plus fort qu'un target, j'avais une mission. Et une mission liée à des valeurs. Parce qu'on revient toujours là. Et oui, bien sûr. Et c'est la conduite de cette mission avec la conjoncture de ces valeurs qui m'a amené finalement à œuvrer à des niveaux de responsabilité de plus en plus importants, dans des organisations de plus en plus importantes, pour avoir un impact sur un nombre de personnes de plus en plus important. Et c'était le cas. Il n'y a pas si longtemps, avant de venir à Mayotte, j'étais à Madrid, dans des fonctions HSE, dirigeant HSE. Et avec toute ma volonté, j'avais quand même, à l'arrivée, un impact par les actions, les plans d'action, les contrôles, enfin l'action de HSE que l'on fait, que sur 1400 salariés. Donc tu imagines bien, quand on m'a proposé un projet où on me dit ton impact potentiel est sur 350 000 personnes, je sais.
Et oui, carrément. Ce que j'entends quand même, Eric, c'est déjà merci beaucoup de ce partage et de cette sincérité. C'est une histoire traumatisante, c'est clair, une expérience. Tu avais le choix de te positionner ensuite en tant que victime et de t'abattre et de te dire combien c'est injuste et c'est pas, c'est inhumain et c'est horrible, ou l'autre choix que tu as choisi avec un mindset de dire ok, eh bien ça, qu'est-ce que j'en tire comme opportunité maintenant et comment je clarifie ma vision pour être sûr d'avoir un maximum d'impact positif. Tu as vraiment Oui, fait ce choix oui. là. Ça m'a pris un temps, hein, parce qu'on a été, bon, les suites de l'histoire, on est resté caché avec des gens gardés parce qu'il y avait quand même des gens qui nous couraient derrière, donc on était dans une situation un petit peu compliquée. Euh, mais du coup, ça tournait là-dedans, quoi. Hein. Ben, La machine j'imagine, à, j'imagine. à réfléchir et à analyser Oui, tournait. Et effectivement, tu as ce postulat de dire, je suis une victime, ah les salauds, ouais, mais bon, exactement. c'est des postulats qu'on retrouve dans la bouche de beaucoup de syndiqués hein, aujourd'hui, hein, d'accord ou d'autres mouvements Et pas d'ailleurs que, que et l'on pas que, voit, même, même des dirigeants, je peux te le dire, ou parfois. même des dirigeants. Et tu Oui, as le deuxième postulat qui est oui, euh, qu'est-ce que je peux tirer de leçon comme leçon. oui, Alors, comme leçon aussi bien personnelle oui, qu'au niveau peut-être de décision à un moment donné que tu n'aurais pas pris. oui, J'aurais très bien pu être très convaincant et dire à l'armateur comme et tu donc sais. patron de l'entreprise, je suis désolé, Oui, mais on part pas. waouh, Je l'ai pas fait. bravo, bravo, bravo pour ça, bravo. Donc ça, aujourd'hui, il n'y a plus aucune posture que je trouve pas admissible et pas dans mes convictions où je ne Ouais, lèverai pas la voix. waouh, Parce que je ne l'ai pas fait une fois et ça a conduit à quelque chose de dramatique. ouais. Bah, bravo pour ça et merci, merci vraiment pour ce partage. C'est fort. Du coup, qu'est-ce qui te... donc ça, c'est une expérience qui a un point de démarrage avec un pourquoi hyper puissant et une détermination. Quels sont les autres éléments qui te nourrissent aujourd'hui dans ton rôle de dirigeant et qui te permettent justement de maintenir cette prise de recul et cette mission forte? Alors, oui, on parle de dirigeant, on parle d'un dirigeant, on parle éventuellement d'une personne qui a eu une vie, mais justement, on parle d'une personne. Euh, on, on, c'est peut-être un conseil que je pourrais partager. Euh, Hmm, et je vais résumer peut-être en une maxime, qui est que avant d'avoir une position sociale, on a tous une position humaine. hmm, Et on doit agir en fonction de cette position humaine au hmm. quotidien. Pourquoi? Ben parce que tout le monde est mortel. Et quand on arrivera au bout de notre vie, ou quand on prend sa retraite, c'est quand même mieux de voir qu'on a fait, qu'on a réalisé des belles choses, où on a respecté l'homme, où on a respecté notre terre, plutôt que de voir qu'on a fait des trucs un petit peu pas corrects, soit parce qu'on n'a pas de conviction, soit parce qu'on se Ouais, laissait emporter par les convictions d'autres. Mais ouais, voilà. Euh, euh, Au final, on est tous des humains. oui. Et d'ailleurs, dans certaines croyances, hein, on parle du jugement dernier, on parle de ce genre de choses-là. Oui, mais Hmm, hmm, mettons-le sans croyance. Le jour où on a fini sa hmm, vie de chef d'entreprise et qu'on se retourne et qu'on regarde sa carrière, qu'est-ce qu'il en ressort de positif? hmm. C'est ça qui est important. Waouh, super, merci. Quelle leçon de sagesse de prendre le temps de regarder régulièrement l'impact. Comme tu dis, là, vraiment, je trouve que le mot-clé de notre échange, c'est cet impact positif. Qu'est-ce que je veux laisser comme trace et comment je veux aider les personnes autour de moi à grandir et à s'épanouir. Waouh, eh ben, merci beaucoup Eric pour tous ces partages. Est-ce qu'il y aurait une actualité que tu aimerais partager aujourd'hui avec nous, quelque chose, Oh, voilà, qui est important écoutez, pour je pourrais Magaz? juste vous dire, suivez la page Somagaz
LinkedIn. Oui. Parce que dans les années à venir, vous allez voir des choses surprenantes se produire. Ah bah carrément, 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 c'est bien prédestiné. Ok, avec des gros projets de modernisation et d'agrandissement, c'est ça? Ouais, ça c'est l'actualité, on va dire, c'est l'actualité, c'est un projet sur lequel on est en train de travailler parce que c'est un besoin. Hein, on parle de l'agrandissement ou de l'accroissement de la population récurrente à Mayotte. On parle de l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages. Et revenons à des données d'une entreprise. On est aujourd'hui, nous, sur un marché qui est le gaz de cuisson, où on est avec une croissance moyenne de 6% par an. Et donc, pour continuer à pouvoir approvisionner de manière régulière, sans rupture, hein, la population en gaz, on est dans l'obligation, là, à un horizon de 2 ans ou 3 ans, de doubler notre capacité d'extension de stockage, mais pas que. Je vais également devoir doubler ma force de distribution. D'accord, ok. Et oui. Oui. Mais oui, forcément. Donc ça, oui, ça va être l'actualité, on va dire, des 2 prochaines années. Bon, il n'y aura pas beaucoup de publications sur le sujet, je pense, avant mi-2023, puisqu'on on est encore à un stade du projet. Enfin, c'est pas ce qu'on m'avait vendu. On m'avait vendu que j'arrivais et que le projet démarrait deuxième semestre 2022, que quasiment tout était bouclé. Et puis, quand j'arrive, je m'aperçois que le plan de financement n'est même pas monté. Donc voilà. Donc là, du coup, c'est pas grave, on retrouve les manches et première stratégie, comme tu nous l'as partagé, c'est d'écrire une histoire commune et d'embarquer tes équipes pour t'assurer que l'expansion, la croissance va pouvoir se faire avec l'engagement. Il y a une histoire, il y a une raison pour le faire, il y a une deadline. Oui. Donc, derrière, il y a la définition de la stratégie, comment est-ce qu'on va agir, mais c'est assez simple. Hein. L'action, c'est d'abord emporter l'adhésion des pouvoirs politiques, parce que sans les pouvoirs politiques, il y a toute une partie subventionnement et toute une partie appui au projet qui ne se fera pas. Ensuite, il faut engager, évidemment, toute ton équipe au niveau financier pour monter des business plans qui tiennent la route, pour monter ce genre de choses-là. Et puis, il y a ensuite toute une équipe technique à faire travailler pour, on va dire, améliorer le projet tel qu'il nous est proposé aujourd'hui, avec derrière ça, évidemment, une question d'optimisation des coûts. Bien sûr. Voilà. Et on est sur quelque chose où finalement, on a un plan d'action qui se décline avec un objectif qui est mis en service premier semestre 2025. D'accord, ok, super, ouais, très clair, super. Bon, donc on a compris, suivre la page Somagaz sur LinkedIn pour rester informé. Merci beaucoup, Eric. Dis-moi, tu vas faire quoi cet après-midi? La dernière fois que j'ai échangé avec toi, tu allais manger de la chèvre grillée. Tout à fait. Donc là, je vais commencer par déjeuner seul chez moi. Mais bon, j'ai prévu un bon petit menu avec une petite poêlée de légumes avec du chou-fleur, du brocoli, des carottes, des haricots verts et des petits pois. Voilà. Et puis, je vais me faire un petit plaisir parce que comme mon épouse est venue me voir au mois de décembre, elle est arrivée avec plein de viande dans ses valises, de la viande de qualité. Donc, je vais me faire une bonne côte de bœuf à la plancha. Waouh! Évidemment, derrière ce genre de choses-là, une petite sieste d'1 quart d'heure, 20 minutes sera nécessaire. Et ensuite, en fin d'après-midi, on va être à marée haute, je pense, vers 17h. Et donc là, je rejoins un ami et on part faire du snorkeling sur la Passe en S. Waouh, sympa. Eh bien, beau week-end, dans tous les cas, une belle journée. Très bien. Super. Merci beaucoup, Eric. C'est un pur bonheur d'avoir échangé. Merci encore d'avoir ouvert ton cœur avec autant de générosité. C'est vrai que cet échange est basé vraiment sur le don, la transmission. Et si j'avais un mot à retenir de toi, c'est vraiment cette focalisation sur l'humain et impacter positivement, que ce soit les hommes ou ce que l'on fait, pour être fier de qui on est et de cette vie écoulée. Merci beaucoup, Eric. Tu l'as bien compris, dans mon ADN, finalement, que de partager ce genre de choses-là. Il ne peut Exactement.
Eh bien oui, merci pour ça. Merci. On a besoin d'hommes comme toi. Merci beaucoup.